Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Nous laissons aujourd'hui de côté le secteur de l'épargne pour parler d'immobilier et plus précisément de sociétés civiles immobilières. C'est la grande tendance du moment, on entend parler de SCI à toutes les sauces. Certaines vidéos en sont même risibles quand elles titrent par exemple « Comment tu as 30 ans et tu n'as pas de SCI ?» Alors je vous propose aujourd'hui de revenir sur ce sujet. On crée généralement une SCI dans un objectif bien particulier, comme par exemple pallier aux inconvénients de l'indivision ou pour bénéficier de l'impôt sur les sociétés, ou encore pour transmettre plus facilement un patrimoine immobilier ou séparer l'immobilier de son patrimoine professionnel. Bref, nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à une question posée par Michael, l'un de nos abonnés. Faut-il détenir sa résidence principale dans une SCI? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Et vous allez voir que la réponse n'est pas si simple. Détenir sa résidence principale dans une société civile immobilière peut faire perdre aux propriétaires certains avantages civils et fiscaux dont il bénéficierait s'il détenait sa maison en direct. Par exemple, nous pensons pour les principaux avantages perdus dans ce cadre à la protection du logement familial, au bénéfice du droit viager et temporaire au logement, à l'abattement de 20% ou à l'abattement de 30% au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, à l'exonération des plus-values de cession au dispositif protecteur de l'emprunteur immobilier non professionnel, au déblocage de certains produits d'épargne, à l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, à la mise en location de la résidence principale par l'associé ou la société. En outre, la société détenant la résidence principale peut perdre également son statut de société opérationnelle prépondérante ou exclusive. Alors, concernant la protection du logement familial, la détention de la résidence principale au sein d'une SCI peut faire perdre au conjoint, son non-associé, le bénéfice de la protection sur le logement familial, contrairement à ce qui est prévu en cas de détention en direct par l'un ou l'autre des époux. En effet, lorsque seul l'un des époux est associé, l'autre conjoint ne dispose d'aucun titre d'occupation, car non associé, non bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'un droit au bail. Ainsi, l'époux associé et gérant de la société peut, sans l'accord du conjoint, vendre le logement ou expulser tout simplement son conjoint du logement. Par ailleurs, en cas de décès, la résidence principale détenue par une SCI ne peut directement faire l'objet d'un legs par le défunt, car il n'est pas propriétaire de l'immeuble, mais uniquement des titres de la société. Concernant les droits viagers et temporaires du conjoint survivant, la détention en SCI de la résidence principale prive le conjoint survivant du bénéfice du droit de jouissance temporaire sur le logement et son mobilier et du droit viager d'usage et d'habitation dont il aurait pu bénéficier si le bien avait été détenu en direct, même uniquement par son époux. En effet, ce sont alors les parts sociales qui entrent dans la succession et non le logement lui-même. Il est donc recommandé dans ce cas que la SCI conclue un contrat de bail avec l'un ou avec les deux époux. Ainsi, les droits temporaires et viagers au logement redeviennent alors applicables grâce au bail d'habitation. Quant à l'abattement de 20% en matière de droit de succession, la résidence principale du défunt détenue par une SCI ne bénéficie pas de cet abattement prévu en matière de droit de succession lorsque la résidence principale est occupée à la date du décès en tant que résidence principale par le conjoint, le partenaire de PACS, un enfant mineur ou majeur protégé. Notez une exception à cette règle. En effet, l'abattement de 20% s'applique lorsque la résidence principale est détenue par une société civile d'attribution, appelée également société de copropriété, définie à l'article 1655 ter du Code civil. Autre sujet d'abattement, il s'agit de l'abattement de 30% en matière d'IFI. La résidence principale du défunt détenue par une SCI ne bénéficie pas de l'abattement de 30% pour la valorisation à l'impôt sur la fortune immobilière. Une fois n'est pas coutume, là encore existe une exception à la règle. En effet, l'abattement de 30% s'applique lorsque la résidence principale est détenue par une société civile d'attribution ou société de copropriété définie à l'article 1655 ter du Code civil également.
Alors, s'agissant de l'exonération en matière de plus-value immobilière, lorsque la résidence principale est détenue par une société civile immobilière, soumise à l'impôt sur le revenu et est mise à disposition à titre gratuit de l'un des associés qui ont fait sa résidence principale, l'exonération des plus-values immobilières pour vente de la résidence principale s'applique sur la plus-value en cas de cession de la résidence principale par la société ou en cas de cession des parts par l'associé. Cette exonération ne s'applique toutefois pas en cas de mise à disposition à titre onéreux. Concernant la disposition à titre gratuit, les apports en compte courant d'associé réalisés par l'associé pour permettre le remboursement de l'emprunt n'entraînent pas une requalification en disposition à titre onéreux. Cet apport n'est pas assimilé à un loyer. Ainsi, en cas de cession du logement, l'exonération pour cession de la résidence principale reste applicable. Si les dépenses d'entretien, les impôts, les taxes et assurances afférentes à l'immeuble sont mises à la charge de l'associé, la mise à disposition à titre gratuit peut être requalifiée en contrat de location et donc en mise à disposition à titre onéreux. Ainsi, en cas de cession du logement, l'exonération pour cession de la résidence principale n'est pas applicable. Alors, nous avons évoqué le cas où la résidence principale est détenue par une société civile immobilière imposée à l'impôt sur le revenu, mais pourquoi pas, la résidence principale peut également être détenue par une société civile immobilière imposée à l'impôt sur les sociétés. Lorsque la résidence principale est détenue par une SCI à l'IS et est mise à disposition gratuite ou onéreuse ou louée à l'un des associés qui ont fait sa résidence principale, l'exonération des plus-values immobilières pour vente de la résidence principale ne s'applique pas. Ainsi, en cas de revente de l'immeuble par la société soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value nette est imposée au sein de la société et calculée selon les règles des plus-values professionnelles, avec notamment la reprise des amortissements. En cas de revente des titres de la société, la plus-value est taxée au titre des plus-values de valeur mobilière, au prélèvement forfaitaire unique à 12,8% ou sur option globale à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. On se penche un petit peu maintenant sur les dispositifs protecteurs des emprunteurs immobiliers non professionnels. Il est également important de noter que par principe, une société qui a pour activité la location d'immeubles ne peut pas bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs telles que le délai de réflexion de 10 jours de la loi Scrivener par exemple, la mention du taux effectif global ou TEG, l'interdiction de versement préalable à l'acceptation, le maintien de l'offre pendant 30 jours, la suspension judiciaire du prêt en cas de difficulté d'exécution de l'acte d'acquisition ou du contrat de VFA ou encore la résiliation de l'assurance emprunteur, résiliation durant la première année et résiliation annuelle telle qu'elle est proposée dans le cadre d'une assurance de prêt classique lorsqu'on achète en direct. À ce titre, Centaure Investissement dispose d'une soixantaine de partenaires pour étudier les assurances emprunteurs de nos clients. N'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet. Alors attention également à la sortie de certains produits d'épargne. L'acquisition de la résidence principale par le biais d'une société ne permet pas d'obtenir le déblocage anticipé des sommes détenues au sein d'un PERCO et d'un P2E ou d'un PEI. Idem semble-t-il concernant le déblocage anticipé des sommes détenues au sein d'un PER ou encore la sortie en capital du PERP. Enfin, il faut oublier également la possibilité dans ce cas d'accéder à un prêt épargne logement issu d'un PEL. Ceci dit, on sait que le PEL aujourd'hui ne sert plus à grand chose. Néanmoins, si les taux venaient à remonter, peut-être qu'il reprendrait un petit peu de saveur. En effet, ces derniers prêts issus des PEL ne sont accordés qu'à des personnes physiques et ne peuvent être affectés au financement de logements détenus par des sociétés, sauf résidence principale située dans un immeuble collectif détenu par une SCI d'attribution. Autre point sensible, il s'agit de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Lorsque la résidence principale de l'entrepreneur est détenue au travers d'une société civile immobilière, l'entrepreneur individuel ne peut bénéficier du dispositif d'insaisissabilité, ni de droit de la résidence principale, ni via la souscription d'une déclaration d'insaisissabilité. Il perd ainsi le bénéfice de protection de son patrimoine immobilier privé auprès de ses créanciers professionnels.
Attention également à la mise en location par l'associé ou à la sous-location. La mise à disposition par la SCI n'autorise pas en principe l'associé à sous-louer le logement, sauf à ce que la société ait expressément autorisé la sous-location, qui a priori doit rester ponctuelle. Néanmoins, on peut accepter que la location meublée par l'associé disposant d'un bien immobilier au sous-locataire ne fait pas intervenir la société. Ainsi, dans le cadre d'une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, la sous-location meublée ne devrait pas entraîner un assujettissement automatique de la société à l'impôt société. Si la sous-location est meublée dans l'hypothèse de location saisonnière de la résidence principale ou d'une partie de la résidence principale, il est exonéré jusqu'au 31 décembre 2023 et jusqu'à un certain seuil. Ce seuil, pour les locations habituelles d'une ou plusieurs pièces en 2020 est de 190 € par an et par mètre carré en Île-de-France et 140 € par an et par mètre carré dans les autres régions. Pour les locations saisonnières, il est de 760 € par an. Au-delà, les revenus sont taxés en bénéfices industriels et commerciaux. On notera que l'associé n'étant pas propriétaire de l'immeuble, il ne pourra pas l'amortir. Dans ce cas, le régime micro sera plus intéressant. Si la sous-location est nue, ce qui est peu probable en pratique car il s'agit de la résidence principale de l'associé, elle est taxée au titre des bénéfices non commerciaux. Alors toujours dans le cadre de la mise en location par la société, concernant l'hypothèse où la société serait en mesure de louer le bien périodiquement ou non, en cas de location nue par la société, ce qui est encore une fois peu probable du fait qu'on parle de la résidence principale de l'associé, la durée minimum du bail est alors de 6 ans avec une reconduction tacite et non plus de 3 ans comme pour un bailleur personne physique ou une société civile familiale. Société civile familiale constituée exclusivement entre parents pouvant aller jusqu'au 4e degré inclus. De plus, les sanctions en cas de non-respect par la société de ses obligations comme le congé frauduleux ou la demande de documents interdits peuvent être de 15 000 €, voire 30 000 € dans certains cas, contre 3 000 à 6 000 € pour un bailleur personne physique. Un point d'attention, la société personne morale ne peut donner congé à son locataire pour reprise sauf dans le cas d'une société civile familiale et seulement pour une reprise au profit de l'un des associés. En cas de location meublée par l'associé, certaines démarches sont nécessaires comme l'enregistrement dans certaines villes comme Paris, Bordeaux, Nice ou à la déclaration d'existence d'activité avec le formulaire M0 ou formulaire intercalaire TNS. Parlons maintenant du statut d'activité opérationnelle au sein de la société. Lorsque la société détient des biens de jouissance, notamment la résidence principale et des biens professionnels, elle peut, dans certains cas, perdre le bénéfice de dispositifs fiscaux qui nécessitent une activité opérationnelle prépondérante, dispositifs Dutreil, biens professionnels et plus généralement statut de holding animatrice dans ces deux dispositifs. Alors si nous revenons sur le plan de l'indivision, lorsqu'un couple marié en séparation de biens, pacsé ou simplement concubin souhaite acquérir une résidence principale, le fait de le faire en SCI présente des avantages non négligeables. Elle évite en effet dans le cadre d'une gestion commune les règles de l'unanimité qui pourraient être les règles d'une acquisition en indivision par exemple, notamment pour les décisions importantes. La désignation d'un gérant lui donne des pouvoirs aménagés dans les statuts pouvant être élargis à certaines ventes. Généralement, la règle de la majorité s'imposera lors des décisions en assemblée générale, ce qui peut être important lorsque le patrimoine de chaque associé présente des disparités importantes. Dans le cadre de l'indivision, l'un des indivisaires peut mettre fin à l'indivision et forcer la vente de l'immeuble à tout moment, ce qui ne sera pas le cas dans le cadre d'une société civile immobilière du fait que les détenteurs de parts conservent la possibilité de revendre les parts sans que la SCI ne soit obligée de revendre le bien. Les associés conservent également la possibilité de contrôler qui devient associé, ce qui est très important. Enfin, en cas de décès par exemple, l'indivision peut présenter une situation de blocage en présence de personnes incapables ou de mineurs par exemple. Les pouvoirs du gérant permettent généralement d'éviter les situations de blocage. Les statuts de la société civile immobilière vont être déterminants pour la gestion de celle-ci dans le futur.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien que technique, vous voyez que la réponse à la question de Mickaël n'est pas si simple hein, et impacte sur bien des points. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo sur la SCI vous aura plu. N'hésitez pas à nous solliciter pour récupérer un petit peu plus de détails hein, sur le sujet. Nous pourrons vous les envoyer par mail avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV, également à notre newsletter sur centaurinvestissement.com où chaque mois vous recevez un florilège des articles que nous publions très régulièrement. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'épargne, sur l'immobilier ou que sais-je. Ce n'est pas encore prévu, mais en tout cas, la prochaine vidéo arrivera certainement courant juillet. À très bientôt, portez-vous bien, profitez du soleil. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.